Il était temps les amis, et oui, après plusieurs dizaines d'épisodes de Petites Montres entre amis, on n'a toujours pas vu de Seiko, pas de grand Seiko, Seiko. Le problème est réglé, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier. Vous le savez, ce n'est pas moi qui invite des personnes, c'est vous qui vous proposez de venir raconter votre histoire de montre. Et bien, Olivier, il va nous raconter plusieurs choses, sa Seiko Prospex Paddy, et en plus, c'est un modeur. C'est parti dans Petite Montre entre amis. Salut Olivier. Salut Xavier. Ça va? Ça va bien? T'as vu un peu comme j'ai chauffé la baraque là? Alors, t'es un gros Seiko fan? C'est parti. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, même si j'ai pas que des Seiko. Ouais, mais t'en as beaucoup? Non, pas trop, mais par exemple un chrono Bullhead par exemple. Ah, comme la Citizen Bullhead que notre ami Xavier nous a présenté il y a pas mal de temps, qui était d'ailleurs, je crois, la première montre japonaise à être passée sur la chaîne. Alors, cette Seiko là, je la vois là, ouais. elle est là, elle est présente. Est-ce que tu nous la montres? On peut pas la louper, hein. C'est quand même un beau morceau. C'est quand même une bestiole qui pèse son poids. Hein. Combien elle pèse? Ouais, je sais pas, avec le bracelet acier, je sais pas, 200 grammes peut-être. 200 grammes? Un peu plus de 200 grammes. Je peux l'essayer? Vas-y, vas-y. Regarde, j'ai amené une petite plongeuse vintage Je vais découvrir ça. que j'ai chinée aux enchères, les amis. Une petite lip extra plate Pepsi. Superman, je sais pas trop. Regarde ça, tout le look d'une plongeuse. Par contre, elle pèse 60 grammes. Hein. Je sais pas combien elle pèse. C'est à quartz. Eh ben oui, oui. Qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, moi j'aime toutes les montres, les amis. Mais vous moi le aussi, savez. Hein. Moi aussi. Donc là, on a une belle Seiko Prospex Paddy. Ouais, mais elle a une tête bizarre. J'ai changé la lunette et l'insert. Voilà. J'ai mis un insert céramique, en plus qui est GMT. Voilà. Donc j'ai amené la lunette d'origine. C'est une plongeuse. En fait, elle est Pepsi à la base. Voilà. Et j'ai trouvé un insert noir et je me suis dit que ça pourrait bien lui aller. Voilà, donc, pourquoi tu n'avais pas le côté plongée Paddy, les amis? Paddy, c'est peut-être le label de plongée le plus important et le plus développé au monde. 1960, 1966, quelque chose comme ça. Il n'y a pas que, mais quand vous avez un niveau 1 ou 2, on va dire, Paddy, vous pouvez plonger dans le monde entier avec grande facilité. On va revenir sur cette lunette là, qui est effectivement qui a tous les attributs d'une lunette pour une montre de plongée. Hein. On voit bien la partie rouge, il ne te reste plus que 20 minutes pour plonger schématiquement. Mais qu'est-ce qui fait que tu achètes une montre de plongée qui n'a pas d'aiguille GMT, tu lui changes la lunette et tu lui mets une lunette GMT. Ouais, je dirais que c'est l'opportunité et puis me dire que j'avais pas de montre avec un insert céramique et que pourquoi pas essayer, voilà. D'accord. Pourquoi pas essayer. Okay. Après, si ça m'avait pas plu, je serais repassé peut-être à la lunette d'origine. Mais... Alors, ouais, sachant que tu nous diras l'opportunité, l'arrivée, puis qu'est-ce qui fait que tu l'as fait. Ouais. Mais concrètement, cette montre, tu l'as achetée quand? Tu l'as achetée pourquoi? Moi, je l'ai achetée en 2016, neuve. Alors que moi, je suis plutôt comme toi à acheter des montres, on peut dire plutôt d'occasion. Mais là, c'est une montre qui a fait un peu du ramdam sur un réseau que j'aime bien regarder sur Internet. Et tu peux en parler si tu veux. Sur Femme, je sais qu'il y a eu tout un... Donc Forum à montre. Forum à montre, et puis j'y suis pas mal. Et puis il parlait de cette montre. Avant, il y avait la Turtle classique qui est sortie sur plusieurs modèles. Et puis ils ont parlé de celle-là avec cadran bleu. Et en plus Paddy, et moi ça me parlait un peu comme ça. Et je me suis dit, allez, je vais l'acheter neuve à Pithiviers chez un horloger assez connu qui vend beaucoup de Seiko, qui fait aussi Citizen, mais le haut de gamme, qui fait quelques marques sympas. Et puis voilà. Du coup, je l'ai acheté chez lui, je l'ai commandé chez lui. Il y avait toute une liste de commandes. On était, je sais plus, peut-être entre 50 et 100 à la commander, quoi. Au même moment? Ouais. Waouh! Combien ça coûte une Prospex comme ça? Ça vaut un peu plus de 400 €. Un peu plus de 400 €. Neuve. Donc, tu as une montre de plongée étanche à 200 mètres.
C'est ça. Avec la qualité de finition et la précision d'un mouvement automatique Seiko. Ouais. C'est le 4h36 si je ne me trompe pas comme mouvement. D'accord. Voilà, c'est un mouvement qui est très réputé costaud et voilà, qui fait bien le job. Ok, donc c'est en naviguant sur le forum Format Montre que tu t'es rendu compte que cette montre sortait ou tu t'avais dans le viseur, tu avais l'idée d'acheter une… Non, je ne l'avais pas dans le viseur, c'est juste qu'en fait, il y avait un article qui est sorti comme ça, enfin, je veux dire, une discussion entre passionnés Seiko, et puis au fur et à mesure, les gens, pourquoi pas s'en commander une, et ainsi de suite, et puis voilà, du coup, ça s'est fait comme ça. On était tous listés en fait. La montre n'était même pas sortie en fait. La montre n'était pas sortie, donc il fallait attendre quelques… Mais le fait que tu participes à une commande groupée, comme ça, les amis, c'est intéressant, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Vous avez eu des conditions particulières, vous avez eu des goodies, non. Vous avez open bar à vie à Pithiviers chez l'horloger parce que là il a fait le plus gros deal de sa vie, quoi. Non ? Non, franchement, elle me plaisait, c'est tout. Voilà. Elle me plaisait sur les photos et je me suis dit, allez. Mais elle ne te plaisait pas quand même suffisamment puisque il a quand même changé la lunette puis l'insert. J'ai changé la lunette cette année et je l'ai gardé Pepsi pendant quand même 3-4 ans. Je comprends. Tu as cité… Et puis, alors, juste un truc, c'est que ce qui est sympa dans le modding, là, entre autres pour la lunette, je trouve, c'est que celle-là, elle est phosphorescente dans la nuit. Elle est Lumbright, on peut dire. Enfin, c'est pas Lumbright, mais c'est Super Luminova peut-être. Intégrée dans la céramique. Et moi, je trouvais que ça amenait un supplément à la montre dans la nuit, sachant que l'insert de base n'est pas luminescent sauf à midi. Ouais, avec la petite perle. C'est ça. Il y a le perlon. Qui est à midi. Et là, pour le coup, il y a tous les chiffres ou les nombres qui sont… Attends, pour les amis qui ne sont pas Seiko fans ou Seikophiles ou peu éduqués sur le sujet, et moi je suis à la frontière de ces trois-là, Lumibright, c'est le terme de la matière luminescente inventée par Seiko. Seiko. Ouais. Pour les plongeurs pro. Ouais, pour les plongeurs pro. Donc ça veut dire que là, tu as tous les index et les aiguilles, plus la lunette. Ouais. Alors là, ça clignote la nuit. Du coup, c'est pas des ronds qui se ressortent, c'est les chiffres. Ouais. Non, mais par contre, là, les index, ils sont ronds. Oui. Ok. Ouais, les index plus la lunette, du coup, avec les chiffres qui sortent. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de Turtle. Donc ça, c'est en référence au format de la boîte. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, c'est lié à la 6105, mais première génération, qui a été produite que 1 ou 2 ans. Et ensuite, ils ont fait l'Apocalypse Now. Voilà. Celle du est-il capitaine, commandant, je ne me souviens Willard. plus, mais Willard, qui part à la recherche du colonel Kurtz. Ouais. Effectivement, joué. Et d'ailleurs, à ce propos, cette montre-là, l'Apocalypse Now, au Japon, elle n'est pas du tout appelée Apocalypse Now. Bah oui. Elle est appelée Naomi Aomura, qui est un grand aventurier japonais qui a traversé l'Antarctique seul. Et en fait, il était sponsorisé par Rolex. Il avait une une Explorer 2. Et en fait, au fur et à mesure, avec le froid, le bracelet Rolex métallique lui a fait des engelures. Et il n'arrivait plus à porter la montre au poignet. Du coup, il l'a mise sur son manteau, carrément comme ça sur la manche du manteau. Et les huiles ont figé. Et du coup, il n'avait plus l'heure, quoi. Donc, il a rencontré un journaliste japonais qui avait la Willard au poignet et il lui a dit: est-ce que tu veux bien switcher avec moi, me passer ta Willard qui fonctionne et moi je te passe mon Explorer 2. Et du coup, comme la Willard avait un bracelet caoutchouc, il a pu la porter au poignet et du coup il a fini son expédition avec la Seiko. Et quid de la lubrification de la Seiko alors? Pas de souci? Tu disais les yeux. Ah non, aucun souci, parce que en fait la chaleur du bras, comme il a pu du coup la porter, il a pu la préserver. Et par contre la Rolex, dès que le journaliste l'a ramenée à température ambiante, elle est repartie. Du coup. Les huiles se sont ramollies un peu. Belle histoire. On voit bien. Très belle histoire. On voit bien les différences culturelles qu'il y a sur les sujets. Il y avait Clint Eastwood qui avait bien illustré ça en faisant 2 films sur la même bataille pendant
pendant la guerre avec le point de vue américain et le point de vue japonais. Mais là, on voit bien qu'un collectionneur japonais n'a pas les mêmes références historiques. Bien sûr. Et d'ailleurs, à ce propos, étonnamment, quand j'ai appris cette histoire-là, ça fait pas très longtemps, et là, Seiko ressort une publicité prospects pour ses nouvelles sorties, là, les rééditions, notamment la Willard qu'ils ont ressortie. Là. Et en photo, il y a Naomi Aemura avec son nom marqué, et une photo où il est en Antarctique. Et voilà, c'est vraiment la figure emblématique pour Seiko de cette montre, alors que lui, il était sponsorisé par Rolex à l'époque. C'est intéressant aussi de voir que cette histoire est peu publicisée par nos amis Rolex, parce que pour le coup, ça fait quand même mauvais effet. Oui, et du coup, eux, ils gardent leur figure vraiment d'explorateur japonais qui. Ok. Donc 400 € neuve, tu l'as acheté en 2005. 2016. 2016, pardon. Oui, ça 2016. fait 5 ans, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Comment tu la qualifies en termes d'adjectifs, si tu devais la synthétiser? Alors, moi, je la qualifierais d'océanique. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un cadran. Il y a un cadran qui est assez particulier, les amis, c'est-à-dire que… Il est soleillé un peu. Ouais, mais il est soleillé mat. Il est soleillé mat, ouais, exact. C'est très original. Du coup, ça lui donne une profondeur. Bien sûr. Et mon fils, je lui ai demandé comme ça, qu'est-ce que tu donnerais comme adjectif C'est nouveau, c'est une première, les amis. Après la première Seiko, maintenant, c'est la famille entière. Hein. Pour voir avec un regard neuf ce qu'il dirait en la voyant comme ça, sans avoir l'histoire Seiko. Et il m'a dit, elle est évoluée. Évoluée, et ça m'a fait… Enfin, en même temps, c'est drôle parce qu'il ne savait pas que j'avais rajouté une nouvelle lunette. Donc, quelque part, oui, elle a évolué, cette montre. Elle évolue. Moi, je dirais, je l'ai upgradée. Ouais. Elle est sympa au niveau du cadran parce que, justement, ce soleillage très, très particulier, étant donné que tu as un traitement, je trouve, qui est assez réussi anti-reflet, fait que… on pourrait se dire il peut manquer de profondeur ce cadran et en fait pas du tout parce qu'il est très très lisible et ça c'est sympa. Et je me dis, dites-moi si je me trompe, dis-moi toi aussi, hein, c'est que dans la culture Seiko, il y a la simplicité et l'efficacité. Et c'est vrai que pour une plongeuse, avoir un cadran soleillé sur une plongeuse, à part perturber la capacité à lire l'heure dans les meilleures conditions, ça n'a pas d'intérêt. Alors d'autant plus qu'elle a quand même l'aiguille des minutes qui est orange, comme la Ploprof un peu. Et il paraît que le orange c'est une couleur qui ressort, il y a ça. Et puis leur Lumbright qui est quand même une référence dans le domaine de la luminosité dans le noir. Ouais. Après, si tu veux appeler une montre, si tu veux lui apporter l'appellation montre de plongée, elle doit avoir un certain nombre d'attributs qui répond à la norme ISO 6426, un truc comme ça. Enfin bref, ça n'a pas beaucoup d'importance quel est le numéro exact, et notamment tu dois avoir l'aiguille des minutes qui est extrêmement visible puisque ta plongée est globalement inférieure à 1 heure, et donc c'est quand même ton aiguille des minutes qui, couplée à ta lunette, ton insert de plongée, te permet de savoir où tu en es en termes de durée, effectivement. Mais elle a la spécification sans problème. Bien sûr, oui, tout à fait. Et là, pour le coup, ça nous permet de rebondir, Olivier, sur cette customisation que tu as faite. Ça a été quoi l'élément déclencheur de cette customisation? L'élément déclencheur, c'est en fait, c'est que j'ai vu cet insert à vendre. Ouais. Combien ça coûte? Je l'ai acheté d'occasion en fait. Ouais. Ça vaut dans les 60 €. Insert sans la lunette ou avec la lunette? Juste l'insert. Juste l'insert. Et en fait, moi je l'ai trouvé à 19 € d'occasion. Ouais. Et du coup, j'ai acheté l'insert. Ouais. Et après, j'ai commandé la lunette sur un autre site parce que, alors, du coup, c'est un modèle avec la SKX qui est très très modé. Enfin, en fait, les sites de mode ils proposent des pièces pour la SKX énormément et pour celle-là aussi, un peu moins, mais quand même. Quand tu dis celle-là, il y a pas mal de choix. Prospex en général?
Non, pour la SKX et pour la Turtle. Pour la Turtle, ok. C'est juste ces deux modèles-là. Alors, par exemple, DLW, LCBI, Namoki, ils proposent un petit peu pour la Sumo, ils proposent aussi quelques pièces. Donc 19 € d'occasion au lieu de 60. Ouais. Ça, c'est pour l'insert. Ouais. La lunette. La lunette, c'est, je crois, c'est 40 €. Ok. Donc tu reçois quelque chose comme ça, mais qui est en deux parties, l'insert et la lunette. Ouais, ouais. Et une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais? Eh ben en fait, alors moi, je l'ai amené chez mon horloger. J'ai un horloger que je vais voir régulièrement. Ouais. Et alors lui, tout de suite, il m'a dit, on va d'abord mettre la lunette. Et quand la lunette sera fixée et qu'on aura bien défini le clic, on mettra l'insert bien à midi, parce que le risque, voilà, c'est de décaler l'insert. Voilà. Donc, bien sûr. Moi, c'est vrai que je l'aurais fait tout seul. Peut-être j'aurais collé d'abord l'insert sur la lunette et après j'aurais fixé la lunette. Mais... On va l'écouter, ton insert. Il est doux. Oui, il est qualitatif, je trouve. Ouais. Alors oui, du coup, c'est pas les mêmes dents. Alors la lunette n'a pas les mêmes dents ici. C'est plutôt des dents, je dirais, type un peu plus Rolex que les dents de l'insert Seiko, qui est plus doux. Oui, voilà. Bon. Après, je trouve que ça lui va bien. Ok. Et qu'est-ce que... donc, tu fais faire ça. Fondamentalement, on peut le faire seul, ce genre de choses? Oui. Ouais. Mais moder la lunette, oui. Mais après, tu peux moder ton cadran, etc. Là, c'est plus compliqué. Ah oui, alors rien à voir. Après, il faut démonter la montre. Moi, je passerais par un horloger si je voulais moder le cadran. Alors, j'ai pensé à un moment, je me suis dit, la date est blanche. Et je trouve que la date en noir, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait lui amener un petit truc supplémentaire. Bah oui, là, toi, Parce qu'il y a des modeurs qui commencent à se spécialiser et qui changent aussi les disques de dateurs. Et ils les mettent d'une autre couleur, ou alors ils les mettent en kanji. Parce que je trouve, les modeurs, ils sont sensibles au fait que la date soit en anglais kanji. Là, elle est en anglais-français. Bah oui, mais anglais-français parce qu'elle était faite pour l'exportation en France. C'est ça. Ça veut dire que si tu achètes une Seiko comme ça, Prospex en espagnol, elle est quoi? Elle est en espagnol Anglais-espagnol. Ah oui, ok. Donc tu as 3 aiguilles, le jour de la semaine, la date, la couronne à 16 h, très symbolique, de presque... Des plongeuses Seiko. Même les toutes premières plongeuses je crois que la 62 Mas, elle a la toute première. Elle a la couronne à 3 heures. Et après, très vite, elle est passée dès la 61-59, dès leur première plongeuse professionnelle, c'est passé à 4 heures, à 16 heures. Ok, vous avez vu les amis, il connaît les références Seiko sur le bout des doigts. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? Alors, j'ai posé la question à mon fils également. Alors lui, il m'a tout de suite parlé du cadran et c'est sûrement ce que j'aurais dit dans un premier temps. Et en fait, ce que je trouve très sympa, c'est que j'ai découvert en mettant l'insert noir que l'aiguille des minutes a le bout noir. Je trouve que ça fait un rappel avec l'insert. C'est vrai. Et je l'avais jamais remarqué avant. Donc, maintenant que tu me le dis, je le remarque, je n'avais pas fait attention avant. On ne fait pas attention. Pas attention, mais je trouve que c'est un petit détail du coup qui met en valeur l'insert, le nouvel insert. Voilà. Ok, ça c'est le détail, mais ça aurait pu être quelque chose de plus visible quand même. C'est cette forme très très particulière en forme de, on va dire, effectivement, de carapace de tortue. Oui, ça aurait pu. Ce terme turtle, c'est la communauté des fans Seiko ou ça vient de chez Seiko? Non, je pense que c'est les fans. C'est les fans, D'accord. C'est les fans qui donnent les noms aux montres et quasiment, toutes les Seiko de plongée ont un nom, quoi. Ont un nom. La Sumo c'est pas Seiko, la Samouraï, voilà, c'est. Ok. C'est une série limitée PADI? Non, c'est une spéciale édition. Mais elle est pas édition limitée. Alors là, c'est beau, les amis. Là, on a un terme quand même pointu. Spéciale édition et série limitée. C'est marqué au dos. D'accord. Mais en quoi parce qu'ils ont le partenariat avec PADI et voilà. C'est tout. Donc en fait. Mais elle est pas limitée en nombre. Ok. Qu'est-ce qui t'a intéressé, soit sur le fait qu'il y ait écrit PADI dessus?
Moi, je suis du milieu un peu aquatique. Je suis nageur depuis très longtemps, je suis poloiste. Enfin, j'ai fait beaucoup de water polo. Et j'aime bien le milieu de l'eau, j'aime beaucoup la mer, l'océan. J'aime bien le bodyboard. Voilà, c'est quand même pas mal à la surface, ça, les amis. Même si au water polo, tu dois quand même. Ouais, mais je pense que quand on prend une bonne vague, il faut une montre robuste pour que la montre encaisse la pression, la puissance des vagues. Sûr, ouais. Donc pour moi, une montre comme ça a autant doit être aussi robuste quand on est surfeur que quand on est plongeur. Bon après, après il y a les plongées en saturation et tout, mais pour le snorkeling, je trouve que j'aime bien aussi le snorkeling. Donc pour moi c'est de la plongée, mais sans bouteille, quoi. Ouais. Mais la moralité de ça quand même, c'est que quand tu l'as commandé là dans cette commande groupée, c'était toutes des paddies ou non? Non, c'était pas toutes des paddies. Si, c'était toutes des paddies. Toutes, ouais. Ok. Toutes paddies. Ok. Donc toi, bon, il n'y aurait pas paddy, ça n'aurait rien changé sur le fait qu'elle te plaît. Ah, je sais pas. Ah, quand même. Hein. Ah, si. Ouais. Le fait qu'il y avait cadran bleu et la référence paddy. En plus, à l'époque, je sais que comme elle n'était pas encore sortie, on ne savait pas il y avait beaucoup ce débat. Ce sera une édition limitée, ce ne sera pas une édition limitée. Et on espérait quelque part que ce soit une édition limitée et qu'on soit. Ouais. Et en fait, au final, ils ont décidé que ce serait une special edition. Ouais, tu sais quoi, Olivier, ça me donne envie, les amis, de vous proposer de répondre à ce petit sondage. Est-ce que lorsque une marque, quelle qu'elle soit, là on est chez Seiko, sort un modèle en série limitée, même si là on a bien compris qu'il y avait de la subtilité, c'était une édition spéciale et pas une série limitée, mais tu vois, la question c'est quand une montre sort en série limitée, est-ce que pour vous ça en fait une bonne opportunité ou non? Puisque on revient toujours à l'éternelle histoire de une série limitée veut dire une quantité de montres produites limitées. Ouais. Donc s'il y en a peu, leur valeur est plus élevée. Ouais. Valeur sentimentale, valeur financière, etc. Est-ce que vous êtes sensible à ça, oui ou non? Et je vous aide là-dessus. Pour moi, la réponse est non. Très clairement, une série limitée, une montre qu'elle soit en série limitée ou non, soit elle plaît, soit elle ne plaît pas. Si elle vous plaît et que vous avez envie de l'acheter, si elle est en série limitée, elle est en série limitée. Si elle ne l'est pas, c'est ça. Pour moi, ça n'a pas d'incidence, mais je ne cherche pas à. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Vous savez que chacun voit midi à sa porte, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et donc, je te pose la question à toi. Moi, je vais te donner mon avis. Moi, ça m'est égal. Moi, je trouve qu'à partir du moment où c'est des éditions limitées, c'est beaucoup plus cher à l'achat, en tout cas en neuf. Après, si j'ai l'opportunité d'acheter d'occasion une montre en édition limitée et que, pourquoi pas. Oui, mais donc l'occasion de l'acheter d'occasion, entre guillemets, ça veut dire que tu te places sur la montre, elle te plaît. Vous voyez, c'est ça le sujet. Est-ce que c'est donc pour toi, tu es dans la même équipe que moi? On joue dans la même équipe de water polo, c'est-à-dire que ce n'est pas un argument d'achat qu'elle soit en série limitée. Non. Et pour moi, par exemple, à un moment, je trouvais un concept très intéressant, c'est le chrono Seiko édition limitée avec le cadran en enamel. Ouais, en émail. En émail. Et du coup, elle n'aurait pas été en édition limitée, elle m'aurait plu quand même. Ok. Mais moralité, tu l'as acheté? Malheureusement, je suis passé à côté, quoi. Ok. Voilà, je suis pas prêt à mettre. J'avais un budget. Elle était à un niveau de prix qui sortait de tes. Disons que je suis passé à côté d'une montre que j'étais prêt à acheter et puis elle a malheureusement quelqu'un l'a acheté avant. Ok, ça marche. Je regarde un petit peu le bracelet. Donc là, on a, on va dire, un bracelet classique chez Seiko avec une boucle déployante et un fermoir qui vient par sécurité par-dessus, qui me rappelle un petit peu ce qu'il y a sur les SKX de mémoire. Oui, tout à fait. C'est ça. Elle a une extension de plongée que n'a pas la SKX. Et tu as une extension, comment tu fais l'extension? Tu tires dessus? En fait, non, c'est... En fait, il faut venir chercher ici, là. Ah, à l'intérieur. Et tirer... Ah non, elle est là. Pardon. Elle est là, en fait. Il faut tirer. Ok. Voilà. Et du coup, ça défait le petit. Voilà. Ouais. Donc il y a une extension, petite extension. Une extension de. C'est pas une extension comme la Marine Master où en fait il y a des micro-crans. Ouais.
Ouais, donc c'est plus, on est plus dans la plongée de salon, quoi. C'est histoire de dire qu'il y a quelque chose, quoi. Pour passer sur le néoprène, mais bon. Ouais. Faut vraiment que ce soit bien ajusté, je pense. Et moi, je pense que le mettre sur un néoprène comme ça, il y a un risque de la perdre. Moi, je pense. Ouais, je pense. De toute façon, les amis, vous savez quoi? Ouais, vas-y, parce que je ne sais pas comment le remettre. Prochainement, on va avoir un épisode de Petite Montre entre amis sur une plongeuse étanche à 300 mètres. Je vous fais un petit peu de teasing, qui est déjà passée sur la chaîne, mais là, elle repasse exceptionnellement. C'est une Rolex Mariner, référence 114060, mais l'invité à plusieurs centaines de plongées au compteur. Il est PADI niveau 3, donc je peux vous assurer que ça c'est extrêmement solide comme niveau, et en plus il a réussi à péter le bracelet Oyster. Donc on va parler du SAV, on va parler de la vraie vie d'une plongeuse. Est-ce qu'il plonge avec ou non? Bien évidemment, il plonge avec. Je ne vous dis pas tout, mais ce sera bientôt dans Petite Montre entre amis. Est-ce que c'est ta montre de tous les jours Oui, c'est une montre que je peux porter un peu tous les jours, mais j'aime bien aussi un petit peu changer. T'aimes bien changer? Ouais, parce que quand on a 3-4 montres, c'est vrai que c'est bien de changer aussi. Ouais, explique-moi, peut-être que vous savez les amis, mais moi c'est pas clair dans ma tête, SKX versus Prospex. Tu vois, c'est quoi? C'est deux gammes différentes parce que là, celle-ci… En fait, la SKX, elle est sortie avant que Prospex existe. Prospex est venu fin des années 2000. Ouais. Donc, du coup, par exemple, la Marine Master, elle est devenue Prospex. D'ailleurs, je trouve dommage que sur le cadran, avant, il y avait marqué Marine Master. Et aujourd'hui, il y a marqué juste le X de Prospex. Pareil pour l'alpiniste. Et du coup, moi, je trouve que pour le coup, Seiko aurait dû garder, c'est mon avis personnel, aurait dû garder son nom Marine Master pour la MM300 et l'alpiniste, ça n'apparaît plus du tout sur la nouvelle alpiniste, le nom. Donc maintenant, tu as le X, même pas au tu as le X de Prospex pour Professional Specification. C'est ça. C'est ça, ok. Et du coup, ça regroupe des anciens modèles de leur gamme, alpinistes. Ils ont regroupé en fait. Je comprends. Qu'est-ce qui est devenu la gamme SKX? La gamme SKX s'est arrêtée. Donc est-ce qu'on peut elle est devenue Seiko, elle est devenue la nouvelle Seiko 5. Ok. Voilà, mais avec la couronne qui n'est plus vissée. Et moi je trouve que c'est vraiment une perte, quoi. Après, c'est pour justement… mais il n'y a plus la couronne vissée. Pour autant, est-ce qu'il y a une baisse de l'étanchéité, bien sûr. De 200 à 100. Ils ont transformé la SKX en Seiko 5, on va dire, montre sportive de salon, pour se focusser en termes de démarche professionnelle sur Prospex. Ouais, sauf que la SKX, de fait, elle avait toutes les spécifications pour être utilisée par les plongeurs pro, mais qui ne faisaient pas de la saturation. Donc, du coup, il y a énormément de plongeurs qui avaient leur SKX et qui la tapaient dans tous les sens. Et comme elle était à un prix assez raisonnable. T'es combien une SKX? Une SKX 007, 009? T'es à 300 €? Ouais, autour de 300. Peut-être en magasin, c'est 350. Ouais. Et là, on est à… Ça, tu l'as acheté il y a 5 ans. Combien ça vaut une Prospex comme ça aujourd'hui? Prospex PADI. Puisque comme elle est en édition limitée et pas en série limitée, elle existe encore. Non, elle est en spéciale édition. Alors, celle-là, on en trouve toujours en magasin. J'en vois régulièrement dans les… Ça coûte combien? Toujours pareil. Toujours le même prix? Ouais. Ça augmente pas? Celle-là, non. Après, par contre, leur nouvelle gamme, là, les prix augmentent sensiblement. Ouais. Les nouvelles qui sortent, je trouve. Ça, on verra, les amis, si Olivier nous en parle dans la séquence qu'on verra tout à l'heure, prochainement. On enchaîne avec la séquence suivante, souvenir. Tiens, je te rends ton insert et ta lunette historique. Quel âge as-tu, Olivier? Moi, j'ai 44 ans. Pas mal, ça. 77. Voilà, comme le département de Loire-Atlantique. Voilà, on voyage un petit peu, les amis, dans ce beau pays qu'est la France. Comment t'es arrivé dans l'horlogerie? Comment tout a démarré? Tu te souviens un petit peu? Oui, moi c'est un souvenir de ma première montre. C'était une montre Gobo. Gobo? À 7 ans. Ça, c'est encore une première, les amis. Gobo, GOBO? À 7 ans, j'ai eu… Non,
GOBOT, Ouais. de robots. Ouais. Et donc, c'était les montres qui se transformaient en robots. Voilà, Pas mal ça. Tu Ouais. l'as encore? Non, celle-là. Ah, non, là, malheureusement, là. celle-là. T'avais quel âge? J'avais 7 ans. T'avais 7 ans. Et Ok. c'était, voilà, je venais d'apprendre à nager. Et puis, j'ai choisi ça, une petite montre Gobo. C'était l'ancêtre des Transformers. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est l'ancêtre des Transformers. Et il y avait la petite montre les bras et les jambes se repliaient sur eux-mêmes autour du corps et ça formait une montre. Bon, c'était gros, hein, c'était très gros et elle était rouge et il y avait l'heure. Elle avait l'heure ici à quartz, ici. Ah, c'est bon. Sur le ventre. Ah, quand tu dis à quartz, affichage, digital. LCD. Oui. Ok, donc ça c'était la première montre, 7 ans, puis après, comment ça a enchaîné tout ça? Alors après, mon grand-père m'a ramené une montre d'Allemagne de l'Est. Ouais. Au moment de la chute du mur, Ouais. vers 89-90. Ouais. Voilà. Et C'était quelle marque? Tu te souviens de ça? Ouais, c'était une Vostok. Vostok, ouais. Vostok, ouais. Tu l'as celle-là? Ouais, je l'ai ramenée. Ah, Ouais, bah je l'ai voilà, les amis, enfin. Alors, tu nous la montres cette Ouais. Vostok? Alors, c'est ma première mécanique que j'ai eue du coup. J'ai J'ai ramené plusieurs montres en fait. Ah non, mais c'est la caverne, c'est la poche d'Ali Baba. J'ai dans la ramené veste plusieurs de, choses. Voilà. de, Donc la voilà. Ça, c'est la Vostok. Ça, c'est la Vostok. Ouais. Ah oui, Ouais. typique. Donc Typique. avec voilà, un cadran un peu anniversaire. Alors je sais pas trop, c'est marqué en russe. Je sais pas trop ce que ça signifie. Mais... Ouais. Voilà, donc ça c'est alors première montre mécanique et étonnamment, ça m'a pas fait grand-chose quand je l'ai eu. Enfin non, j'étais super content du cadeau, bien sûr. Mais c'est juste que quand je la portais, eh ben elle tenait pas bien l'heure quoi. Et du coup, régulièrement, je me rendais compte que au bout d'une journée, elle avait 1 minute, 2 minutes. Ouais, bah oui. Et alors c'était pas pratique. C'était pas pratique, ça manquait de précision. Et Quand du tu coup, l'as eu, elle était neuve celle-ci? Ouais. Ouais. Mais là, elle est en bon état. Ouais, non, Du mais coup, bon. alors malheureusement, le fait qu'elle tienne pas l'heure, ben, je l'ai pas je l'ai pas trop portée. Pas de montre russe encore, les amis, sur la chaîne. Hein. Un jour peut-être. Il y a des choses à raconter là-dessus. Après, c'est vrai que, je veux dire, dans toutes les crises de marché de l'horlogerie, la révolution russe a commencé à mettre à mal un paquet de manufactures suisses notamment. Après, il y a eu la grippe espagnole, la crise de 29, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, l'impact du marché russe a eu beaucoup d'effets sur l'industrie horlogère. Et puis après, En fait, à l'Est, ils produisaient encore les glaces chutes originales, je crois. Oui, mais ça, c'est bien après ça. Tu vois, années 70. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu la période. Oui, mais il y avait l'histoire quand même de cette marque en fait qui était présente, voilà. Donc et puis du coup après tout le monde, je pense, a été fourni en Vostok. Exactement. Voilà. Voilà. C'est là. Après, c'est intéressant historiquement et intellectuellement, c'est-à-dire la fabrication de montres russes était orientée sur l'heure pour tous. Et donc, peu de complications, pas de choses alambiquées, pas de conquête du temps. Le sujet, c'est comment je fais pour que chacun ait l'heure. Et tu parlais de Glashütte, c'est ce qui leur est arrivé jusqu'à ce que les frontières s'ouvrent fin des années 80 et que Glashütte, Langensohn et d'autres reviennent à leur histoire horlogère ancestrale pour refaire des montres avec une autre dimension que simplement il faut que ça donne l'heure. Mais tu vois, platine 3/4, voilà. De Glashütte. Exactement. Cette histoire de montre peu chère pour tous, ça a fait la gloire des fabricants de montres de poche aux États-Unis avec la fameuse montre à $1, parce que quand l'horlogerie et la capacité à fabriquer des montres qui donnent l'heure relativement précisément, de 1880 à 1920, c'était quand même l'âge d'or de la montre de poche. Le sujet, c'est comment faire pour que tout le monde ait l'heure. Donc il fallait faire le moins cher possible et pour faire peu cher, il fallait énormément mécaniser et industrialiser et processer la fabrication, qui fait que même si on n'aime pas l'entendre,
la qualité de fabrication et de précision des montres américaines à cette époque était bien supérieure à ce que faisait le système de l'établissage suisse. Et ça, dans toute l'histoire horlogère, on le reverra, notamment avec l'arrivée des montres à quartz, où en fait, ce n'est pas tant la technologie du quartz qui a fait plier et vaciller le système de l'horlogerie mécanique, c'est que pour faire des montres à quartz, il fallait des process et une industrialisation et une capacité à faire des volumes que le système traditionnel suisse ne savait pas faire. Et ça, c'est clairement ce qui fait le succès de Seiko aujourd'hui dans sa finition, dans la précision de ses mouvements, c'est cette fiabilité, cette organisation et ces process. Là-dessus, il n'y a pas photo. Donc, tu as fait un petit passage tout petit avec une Gobo, après une Vostok, quoi d'autre? Du coup, après, j'ai eu... Parce qu'il en a caché un paquet à côté de lui, là. Du coup, j'ai eu une Swatch. Une Swatch. Alors, une Swatch 93. Et d'ailleurs, à ce propos, je dois dire que voilà, les Swatch, on voit bien qu'à un moment, le défaut, c'est que ça vieillit mal. Le bracelet saute, il se déchire, voilà, donc c'est des montres à collectionner, c'est compliqué. Si on veut les porter, c'est compliqué, je trouve. Parce que du coup, j'ai eu une Swatch après. Non, mais attends, Olivier, une montre toute en plastique. Oui, mais il y en a qui collectionnent ce type de montre. Non, mais je dis pas. Non, mais ils les portent pas. Ouais. Hein bon, moi, je les ai portés et voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une montre en plastique, forcément, le plastique, à part polluer, les amis, pendant des siècles et des siècles, un truc horrible. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier numéro de Start-Upper où j'ai invité Lilian Thibault, le fondateur de Wake, bah là, pour le coup, il y a des montres, certes, en plastique, mais parfois en plastique de filet de pêche recyclé. Je ne sais pas si tu as vu cet épisode, ou alors en plastique végétal fabriqué à partir de graines de ricin, biodégradable. Et toi qui quand même viens de l'univers marin, tu nous l'as dit, tu n'as quand même pas envie de te baigner dans des déchets plastiques où tu retrouves, mais bien sûr, tu retrouves des cotons-tiges et puis des lentilles dans la mer. Le concept est très intéressant, mais moi je vois juste que le côté quartz donc ça, c'est quoi ça? C'est une Swatch aussi? Alors ça, c'est une Swatch que j'ai eue après celle-là, en fait. Ouais. Une Scuba que j'aimais beaucoup. Ouais. Mais voilà, comme les autres, on change la pile et puis ça finit par plus marcher. Et puis c'est pas réparable. Je les empile. Hein. Ouais. Voilà. T'en as d'autres? Ouais, il y en a d'autres. Il ne sait même plus combien il en a amené, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'était la première montre de mon père. Enfin voilà, ça c'est mon premier souvenir horloger, c'est mon père qui porte cette montre-là. Voilà. Alors là, elle est dorée parce que je l'ai rachetée, mais en fait, elle était argentée. Mon père l'avait en argenté. Donc ça, c'est la Seiko à quartz LCD, avec les 4 boutons. Ouais. Sans chrono, juste date, alarme. Et voilà. Ouais. Tu sais que ça commence à chiffrer sur le marché de l'occasion, des petites choses comme ça. Hein. Ouais. Alors pas forcément. C'est la rareté qui fait bien sûr, monter les prix. Bien sûr. Alors tu as ça et le fait qu'il faut trouver quelqu'un qui sache aller jeter un œil dans des semi-conducteurs et de l'électronique qui a 40-50 ans. Elle s'est mise à clignoter. Et ça, c'est pas facile. Ça. Alors ça c'est intéressant, c'est qu'en fait, la personne pouvait changer sa pile lui-même, parce qu'en fait, il avait juste à prendre une pièce de monnaie, la mettre dans la fente, hop, il tournait d'un quart de tour et il avait accès directement à la pile. Je comprends, intéressant. Belle logique de fabrication. Ça, c'est la montre de ton père? C'est celle qui est... Alors, c'est pas sa montre, mais c'est ce modèle-là qu'il avait en argenté. C'est ça, ok. Donc ça veut dire que ton amour, ton intérêt, ta proximité avec Seiko, ça vient de celle-là? C'est possible. Pas sûr. C'est possible, peut-être. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question? Oui, comme ça, mais en même temps, c'est très différent, ça et ça. Donc, ouais, mais quand tu es confronté... Je crois que c'est un mélange de choses, en fait. Bien sûr. Parce que c'est drôle, parce que mon père, il portait cette montre, mais des fois, il employait le mot de Rolex, parce que Rolex avait déjà une image, même s'il n'avait pas de Rolex, il y avait cette image de marque qui était déjà présente dans les années 80, 90. Enfin voilà, c'était quand même une sorte de référence quand même. Belle diversité. Voyez les amis, c'est qu'on peut venir dans Petite Montre entre amis parler de ces montres d'enfance et venir avec quand même. Hein. C'est vrai quand même, tu as remarqué qu'ils sont
n'êtes pas très nombreux. Ouais. Bah moi, je suis un peu frustré en voyant quelques épisodes et de voir que les invités parlent de leur montre d'enfance ou d'une montre qui les a marqués. Et puis, hop, ils l'ont oublié ou ils n'ont pas osé l'amener. Voilà, je trouve ça dommage parce que du coup… J'espère que vous avez entendu le message, les amis. C'est mieux de les voir que de… Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, l'intérêt d'une montre, l'amour d'une marque, c'est une affaire de trajectoire, c'est une affaire de dynamique. Oui, ça montre… Et non pas simplement une photographie à un instant T, puisque on se ça revoit montre, dans 10 ans, t'auras changé. Ce qui est sympa, c'est que ça montre bien le cheminement. J'aime bien… voilà. Et du coup, j'ai ramené une petite dernière. C'est la première montre que j'ai achetée quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres en 2009, aux montres mécaniques. Tiens, voilà, une vintage. Je te rends celle-là. Que j'ai achetée sur eBay. Donc là, tu as une Mondia. Mondia, ouais. Ouais, alors Mondia, c'est une marque de Zenith Movado. C'est le groupe Zenith. Ouais, c'est ça. Zenith a racheté, enfin, s'est associé avec Mondia, il a racheté Movado. Ils sont associés avec Movado, il a racheté Mondia. Ouais. Puis après Mondia, le nom est un peu disparu. Ouais, oui, qu'est-ce que tu veux? L'histoire de Zenith, les amis, est fait de bon nombre de rebondissements, et ça, c'est effectivement la période Zenith Movado. Elle est symptomatique d'un style, on va dire, des années 70, mais elle est très particulière parce que c'est une… c'est une lunette GMT. Ouais, c'est une lunette GMT où… on voit toutes les capitales du monde. Ouais, mais on voit pas que toutes les capitales du monde, on voit des choses un peu particulières. Par exemple, tu as un index qui est à La Réunion. Oui. Voilà. Ouais. Et ça, si vous regardez bien les montres GMT ou Worldtimer, en fonction de qui l'a fait à quel moment, en fait, les villes qui sont citées sont différentes. Sont pas les mêmes. Hein. Donc il y a Omega qui met Bienne, vous en avez d'autres qui sont plutôt de Genève qui mettent Genève. À la place de Paris, enfin, je veux dire, il y a vraiment tout un truc. Par contre, il faut une vue, faut être un aigle ou un lynx. Franchement, tu me fais souffrir. Hein. Mais elle est belle. Hein. Moi, je trouve que pour un premier achat horloger, j'y connaissais pas grand-chose. Par contre, j'ai beaucoup regardé de modèles, j'ai beaucoup cherché. Et en fait, aujourd'hui, je suis agréablement surpris de mon premier choix parce que j'adore le fond avec les petits poissons, elle a une couronne vissée, étanche 200 mètres. Tu as regardé ce qu'il y avait comme calibre dedans? Je sais pas. Ça doit être un ETA. Elle a été. Oui, forcément. Non, mais j'ai pas relevé. En tout cas, mon horloger l'a passé au chronocomparateur il n'y a pas très longtemps. Il m'a changé le verre. Le verre bombé qui est en plexi, parce qu'il a commencé avec le temps à se fissurer de l'intérieur. Ouais. Et du coup, il a passé au chronocomparateur et elle tient encore l'heure à peu près correctement. Tu as vu le fond de boîte avec, il y a 6 poissons. On dirait des dorades grises, les amis, ça donne envie d'aller à la pêche. Ouais, et je crois que quand il y avait les photos sur eBay avant que je l'achète, et ce fond avec les petits poissons Bah oui, ça t'a parlé, toi. Me plaisait beaucoup. Ouais. T'as payé ça combien? J'ai payé ça un peu moins de 100 € à l'époque. Voilà. Ouais. C'était à combien de temps? C'était en 2009. Oui, bon, c'est vrai que les prix maintenant ont quand même un peu augmenté. Un peu augmenté, mais ça montre bien qu'on peut se faire plaisir avec quelque chose qui vous touche, qui vous émeut, il y a un bout d'histoire, ça vous amène dans une période de partenariat et de fusion entre marques, etc. Et puis, tu vois, toi, tu as l'univers marin qui te plaît, et tu étais à quelque temps, tu étais à moins de 100 €, donc voilà, aujourd'hui, ça doit valoir 200 €. Et vous avez une montre qui fonctionne, qui tourne, qui est automatique, qui a un petit format. C'est super. Et je pense pas que je verrai quelqu'un avec cette montre au poignet dans la rue. Ça, par contre, avec une Prospex, tu auras plus de monde, d'accord. Mais avec une Mondia, ça c'est vraiment peu probable. Les amis, comme on se sent bien, on est chaud, on enchaîne pour le célèbre quiz. Alors, tiens, je te rends celle-ci. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Je t'ai préparé, comme d'habitude, avec beaucoup d'amour et de fantaisie aussi. Les amis, il n'y a pas de règlement. L'idée, c'est d'essayer d'apprendre quelque chose. 3 questions. 3 questions. 3 questions, je les regarde rapidement, qui sont des questions sur Citizen. Ah non, je déconne, sur Seiko.
Allez, ça me fait plaisir de faire une petite boutade. Hein. Allons-y. Je pense que la première est cadeau. Okay, comme ça, c'est vrai qu'elle n'est pas difficile et puis en plus, ça te met un petit peu de pression. Tu vois, comme au début du match de water-polo. Ah oui, ça veut dire si je réponds mal. Alors, 1965 marque le lancement de la première montre Seiko de plongée étanche A. Réponse A, 100 mètres. Réponse B, 150 mètres. Réponse C, 300 mètres. Alors la première, c'est la 62 masses. Et je pense que c'est 150. Là, on a quand même un sacré client avec notre ami Olivier. Elle était facile? Ben, disons que pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'histoire de Seiko, ouais. 150 mètres. Ouais. 150 mètres. J'ai trouvé ça un tout petit chouïa décevant, ces 150 mètres, quand on regarde finalement à la même époque ce qu'il y avait. 1963, Yema Superman qui était étanche à 300 mètres. Ouais. Rolex Submariner 1680 qui était étanche à 200 mètres. Et je me suis posé la question pourquoi. Donc j'ai essayé de creuser, de chercher et j'ai pas trouvé d'informations sur le sujet. Alors moi ce que je peux dire c'est que en fait le designer qui a pensé cette montre, je crois qu'il s'appelle Tanaka, et en fait pour le coup pour Seiko c'était un sacré step parce que leur montre un peu étanche juste avant la 62 masses, je crois que c'était 60 mètres à peine. Oui. Donc ils ont fait un sacré step. Et très rapidement après, ils ont sorti la 61-59 qui était étanche 300 mètres avec boîtier monobloc. Et calibre 5 Hz. Et calibre 36 000 alternances. Ouais. Mais celle-là, c'était quand même. En fait, on voit la forme de la 62 masses, ça rappelle les skin divers. Et du coup, le concepteur de la montre, de la 62 masses, après, il a conçu toutes les montres jusqu'au Tuna. Hein. Donc, c'est lui qui a conçu toutes Tanaka, c'est c'est la partie visible du design de Seiko depuis très très longtemps. Il est à l'origine de la fameuse grammaire du design qui notamment, on va dire, codifie et explique ce qu'on voit ou on résume comme étant le polissage Zaratsu, qui est un truc beaucoup plus culturel, etc. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas une question pour le quiz, tu sais d'où vient le terme Zaratsu? Je me demande si ce n'est pas lié aux sabres japonais qui ont un polissage particulier. Non, ça vient pas de ça. Ça vient justement des machines utilisées par Tanaka, qui étaient des machines allemandes de chez Salaz Frères. Et en fait, le nom et cette prononciation vient de là. C'est passionnant. Ah, je savais pas. J'ai découvert vous le savez les amis, j'ai pas de culture ou de trajectoire, on va dire, initiatique avec l'horlogerie japonaise. J'ai trouvé 2 sites internet intéressants. Peut-être que vous les connaissez ou peut-être que pour vous, ils ne le sont pas forcément. Sur Seiko, il y a Ikigai Watches, donc qui traite globalement de l'horlogerie japonaise, et puis un blog qui s'appelle Wadoki. Je vous mettrai les références là au montage. Il y a vraiment des choses sympas sur le sujet. Et c'est intéressant, et moi ça me confirme que l'information, en fait, elle est pas facile à trouver sur Seiko. Et puis le problème, tu vois, tu as cité tout à l'heure un explorateur japonais qui est devenu le surnom de la Seiko Villard. Vous voyez bien que au Japon, c'est-à-dire que Villard, c'est Apocalypse Now. Quiconque regarde un peu de cinéma sait de quoi il s'agit. C'est quand même l'un des plus grands films de tous les temps. Et on voit bien qu'il y a une autre culture, d'autres personnes, etc. Et tu as cité un nom. Je suis infoutu. Naomi Aomura. Voilà, je suis infoutu de le ressortir. Ça, tu vois, c'est un truc qui est pas facile. Mais je pense que les Occidentaux ont leur référence par rapport à un modèle de montre, et les Japonais ont leur propre référence. Voilà. En tout cas, 62 masses, belle pioche. Tu mènes 1-0.
Allez, c'est beau, il faut toujours bien démarrer. Alors, deuxième question, on reste un petit peu dans la même époque. En 1960, je le vois là, il essaye de regarder. Non. Bah non, sinon ce serait pas drôle. Ouais, on rigole quand même. Le groupe Seiko lance une nouvelle marque haut de gamme, 1960. Réponse A, Credor. Réponse B, Grand Seiko. Réponse C, Citizen. Donc du coup, j'hésite entre Grand Seiko et Credor. Je vais dire Grand Seiko. T'es sûr? Ben, j'hésite, mais il faut bien que je choisisse, donc je prends Grand Seiko. Et non, Credor. La réponse c'est Credor. Eh oui. Credor qui s'écrit C-R-E-D-O-R et qui en fait au départ était écrit en français. Credor, C-R-E accent circonflexe T-S. D'or, T apostrophe. Qui rappelait les crêtes des montagnes. Exactement. Et notamment, ils font très clairement référence à chez Seiko au fait que ces craies, puisque c'est au masculin, ce sont ces crêtes de moyenne montagne, notamment dans le Jura. Et on sait bien que le berceau de l'horlogerie, on va dire européenne, se situe dans le Jura, qui est aujourd'hui en partie en Suisse, en partie en France. Bon, c'est pas Grand Seiko. Ceci dit, ils sont sensibles aussi aux montagnes et au Japon, parce que avec le mont Fuji, et puis l'alpiniste par exemple, qui était, les Japonais allaient beaucoup mais je suis ravi, barouder dans les montagnes. Bien sûr, mais je suis ravi que tu le dises. Ils auraient pu utiliser, il y a probablement des noms, etc. Mais ils voulaient vendre sur le marché mondial. Le sujet, c'était évidemment l'exportation de montres. Citizen, c'est un autre groupe à la création plus compliquée. Certains disent 1918, d'autres 1930, très connu pour l'EcoDrive, justement, avec la capacité de récupérer l'énergie solaire pour recharger un accumulateur. Il y a de belles choses dans l'industrie japonaise, il y a Casio bien évidemment. Et si on prend Casio, Seiko, Citizen, tous les trois sont très facilement dans le top 10 mondial. Avec Casio avec les G-Shock, c'est pas mal aussi. Tout à fait. Eh bien, vous savez quoi? En cherchant ces questions, je me suis retrouvé à regarder un peu plus précisément Credor, que j'avais découvert à la boutique Seiko dans Paris. Franchement, ça n'a même pas emballé, etc. Parce que là, on est sur le positionnement de Seiko sur plutôt des montres habillées avec parfois vraiment des complications qui ne sont pas du tout dans l'ADN japonais, puisque complication veut dire complexe, veut dire problème de fiabilité et de simplicité, etc. Mais alors j'ai regardé les vintage Credor, oh là là, je vais me plonger dans le truc, les amis, il y a des trucs passionnants, mécaniques ou quartz, avec des superbes designs. Avec des boîtiers bien. Je me dis juste Credor, c'est affreux comme nom. Après, on n'achète pas une montre que pour le nom. Oui, mais là, on partage quand même des affaires d'émotion. Tu vois. Oui. Mais bon, moi je pense que si le boîtier nous plaît, que le mouvement est intéressant, ça mérite quand même qu'on... Bien sûr. Surtout que je crois que les prix sont assez accessibles sur les Credor vintage. Ouais, j'ai fait juste avant l'enregistrement, les amis, une petite recherche Credor vintage sur eBay. Ouais, il y a quelques trucs à 300-400 balles. Et puis, tu en as quand même pas mal à plus de 1000 euros. Ah oui, mais après, ils utilisent les métaux précieux. Oui, voilà, exactement. Truc intéressant, quand j'étais allé voir cette boutique Seiko à Paris, peu de temps après, j'étais allé chez Grand Seiko. La nouvelle boutique Place Vendôme. Et chez Grand Seiko, vous n'avez pas Credor. Oui. Alors, voilà. Donc, il y a un vrai travail de marque qui est réalisé auprès de nos amis. Moi, je pensais qu'il y avait 2-3 Credor. Non, moi, j'en ai pas vu, moi. Il me semble même, de mémoire, je peux me tromper, mais alors là, ça veut dire que je perds la boule, les amis, d'avoir posé la question. On m'a dit non, il n'y a que Grand Seiko. D'accord. Voilà. Un partout. Là, on va se départager. C'est tout le mérite de la saison 2 de Petites Montres entre amis. Il n'y a plus de match nul. Ready? Ah oui, c'est bon. Alors,
dans L'espion qui m'aimait. James Bond. 1977, Roger Moore. Ouais. James Bond porte une Seiko. Réponse A, qui était équipée d'un pager. Réponse B, d'un téléphone portable. Réponse C, d'un GPS. Un pager. Ça, je me suis régalé à la choisir cette info parce que dans l'explication des différentes réponses, il faut venir sur la notion du pager. C'est un boîtier électronique qui te permet de récupérer des messages qui sont stockés. Donc, avant le monde du téléphone mobile, les plus jeunes ne connaissent pas, bah, tu recevais un bip sur ton pager qui disait « rappelle tel numéro ». Tu allais dans un bar, tu allais dans une cabine téléphonique et t'appelais. Donc on va dire qu'il avait, réponse A, une Seiko qui permet de récupérer des messages. B, téléphone portable. C, GPS. Moi je dirais pager, parce que je crois avoir le souvenir de voir un message s'afficher comme ça sur l'écran. Avec une petite imprimante aussi. Voilà, aussi avec le petit papier qui sort. Quel souvenir, il est bon Olivier. Et oui, c'est ça la bonne réponse. Il y a un petit, comme sur un... non pas un Telex, mais l'ancêtre du Telex, c'est-à-dire même moi je m'y perds sur les différentes technologies qu'il y a pu avoir, il sort un petit câble comme ça, avec ça. Dans ce film-là, il porte aussi une Rolex GMT Master. Ouais, et je me demande s'il ne porte pas à un moment une Tuna. Je me demande. Dans celui-ci ? Je me demande si à un moment. Bonne question. Je me demande si à un moment il plonge, parce que je sais qu'il y a tout un truc avec des torpilles sous-marines et tout. Et je me demande, il est en tenue de plongée, je me demande s'il n'a pas une Tuna à un moment, mais il faudrait que. Ce qui m'a plu à aller chercher cette question, c'est pas tellement les montres de James Bond ou pas, etc. C'est que vous voyez bien qu'à l'époque, l'espion préféré de tous les amateurs de cinéma, sans rentrer dans le débat Sean Connery, Roger Moore, personnellement je préfère Roger Moore, c'est qu'il fallait amener de l'électronique un peu. Les gadgets mécaniques ne suffisaient pas. Et donc pour aller chercher de l'électronique, on est allé chercher de l'électronique japonaise. Et pour le coup, en 90 de mémoire, Seiko a sorti la Seiko Receptor, qui était réellement la montre, qui était un gadget qui ne marchait pas, qui était présenté en 77. Swatch a sorti un modèle similaire en 93. Seiko a fait des trucs absolument magiques. Une montre télé, exactement, ordinateur de plongée. Dans tous les sens. Et je pense que, tu vois, cette histoire-là, qui a... on est en 77, c'est-à-dire qu'on est 17 ans après la 62 masse, montre purement mécanique, eh bien, cette déferlante technologique de silicium, d'électronique et de gadgets pas chers, même si c'était, à l'époque, on se disait, c'est énorme, mais c'était des gadgets. Et puis personne n'avait vu ça. Ça contribue à noyer la lecture qu'on peut avoir de la marque Seiko et de l'horlogerie japonaise, sachant que ça fait quand même, cette année, ça fait 140 ans. D'ailleurs, c'est écrit en gros sur le site de Seiko, c'est les 140 ans de Seiko cette année. 1881. Exactement, en 2021. Et je crois qu'il y a des séries limitées. Il y en a plein. Attends, séries limitées ou édition limitée, on ne sait plus. N'hésitez pas. Il y a beaucoup de séries limitées. Il y a beaucoup de montres en série limitée qui sortent là. Eh ben, plus que jamais, Olivier vous fait une relance sur le sondage de cet épisode sur le sujet. Bravo Olivier! Belle victoire serrée avec le sourire et la banane sur ce quiz 2-1. Allez les amis, on enchaîne à la section suivante. Allez les amis, on enchaîne à la séquence suivante, recto verso. J'ai l'impression, avec tout ce que tu nous racontes sur l'eau et tout ça, que tu vas nous parler d'un truc autour des sports nautiques, aquatiques et tout ça. Je me trompe ou il y a autre chose ? Ça pourrait être ça pourrait être l'eau, mais j'ai choisi, ou peut-être même les voitures, j'aime bien aussi. Mais non, j'ai choisi la bande dessinée. La bande dessinée ? Ouais, j'aime bien les bandes dessinées. Les mangas ? Alors non, moi j'aime bien les bandes dessinées historiques.
un peu réaliste, Blueberry, 13, Murena, voilà, sur l'empereur Néron. J'en oublie, hein, mais voilà, j'aime bien ce type de bande dessinée-là. Comment t'es arrivé là-dedans? Par hasard, un jour, je vois un album, je regarde je tourne un peu les pages et soit je suis capté, soit je suis pas capté, quoi. D'accord. Captivé par l'histoire. Donc ta BD préférée, c'est quoi? Je dirais que vraiment ma série en ce moment que j'aime beaucoup, c'est Murena. Ouais. Après les autres, je les ai lus, relus, voilà. Mais c'est vrai que quand je suis tombé par exemple sur 13, le premier album de 13, j'ai vraiment adoré. Il y en a combien aujourd'hui des albums de 13? Là, ils continuent à en sortir, même si c'est plus les dessinateurs historiques. Mais si on prend la série des albums historiques, il doit y en avoir, je sais pas, une vingtaine. Ok. Ouais. Ok. Donc ça, c'est actuellement, et tu es arrivé dans ce monde-là de la BD comme un peu petit. En fait, tu lisais Lucky Luke. Oui. Mais quand j'étais petit, en fait, quand j'allais chez mes grands-parents, je lisais les bandes dessinées que mes oncles et mon père lisaient. Et du coup, c'est là que j'ai découvert, par exemple, Michel Vaillant et Tanguy Laverdure, par exemple. Donc Michel Vaillant, là, on est clairement dans le sport automobile et la course. Tanguy et Laverdure, là, c'est l'aviation. C'est les deux aviateurs français. C'est la version française de Bug Danny, ça, schématiquement. Bug Danny, non, c'est français aussi, Bug Danny. Bug Danny, ça doit être belge, mais en fait, je connais pas bien Bug Danny. Je connais pas. Donc tu préfères Tanguy et Laverdure. Qu'est-ce qu'ils avaient comme avion à l'époque? Ils avaient des Alpha Jet. Des Mirage. Non, ils avaient des Mirage. Mirage 2000. Mirage 2000. Ouais. Et du coup, les dessinateurs, c'était, donc Charlier, c'était celui qui faisait le script. Ouais. Et puis c'était Uderzo qui dessinait. Alors c'est marrant parce que entre le dessin réaliste de Tanguy Laverdure et Astérix, il y a vraiment une très grosse différence. Et quand en fait Uderzo a connu le succès avec Astérix, il a dû abandonner Tanguy Laverdure, et du coup c'est JG qui a repris le dessin de Tanguy Laverdure. Moi, je m'en souviens un petit peu, les amis plus jeunes, hein, mais j'ai jamais été un grand fan de BD. Je vois mes enfants, eux, ils sont dans la BD pour le coup japonaise, One Piece, Naruto, etc. Là, One Piece, c'est un truc de dingue, un truc qui sort toutes les semaines en version, on va dire, papier, écrite. Et puis après, il y a les animés qui sortent et qui sont colorisés par toute une communauté. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Alors moi, j'aime beaucoup les Miyazaki, donc qui sont vraiment des longs métrages dessins animés. Mais par contre, la bande dessinée japonaise, lire à l'envers, tout ça. Donc le manga, c'est pas ton truc, quoi. Non, c'est pas mon truc. Ouais, mais c'est parce que t'es un peu plus jeune que moi, mais t'es pas de la génération. Ouais, mais j'ai quand même pas mal regardé des dessins animés japonais, Albator. Mais pour le coup, Capitaine Flamme, mais c'est en livre, je pense. Pour le coup, Tanguy et Laverdure, c'est encore édité? Il y a toujours des albums qui sortent? Ou c'est fini? Non, je crois pas. Non, je pense pas. Moi, par contre, j'ai ramené un album. Ouais. Justement, un album qu'il y avait chez mes grands-parents. Et du coup, c'est sympa parce que cet album, il a été au moment où il est sorti. Il n'est pas tout récent. Non, c'est une édition originale, je pense. Et c'est sûr même. Et en fait, quand il est sorti, ils ont fait la promotion dans des hypermarchés, enfin dans des grands hypermarchés à l'époque Monoprix. Et du coup, en fait, mon grand-père était directeur de magasin. Et il a reçu dans son magasin, pour la promo de cet album, la sortie de cet album, il a reçu Jean-Michel Charlier, JG, et les deux acteurs de la série, donc Tanguy Laverdure, Jacques Santi et Christian Marin. Et du coup, ils ont tous mis leur dédicace sur la couverture, donc sur la page de garde. Les deux que tu cites sont auteurs et dessinateurs. Ouais. Voilà. Ouais. Et Jacques Santi, Christian Marin, eux sont les acteurs. Deux acteurs, ouais. Christian Marin, c'était pas l'un des gendarmes de Saint-Tropez? Là, ça nous rajeunit pas, les amis. On est dans le cinéma français, dans le côté burlesque, franchouillard, s'agissant du gendarme de Saint-Tropez.
Là, effectivement, Christian Marin, on voit tout de suite, hein, avec sa grande chevelure blonde rousse, etc. Alors, de quoi il parle cet album? Alors, en fait, il s'intitule Menace sur Mururoa. Et en fait, c'est le site où les Français faisaient les essais atomiques. Oui, bien sûr. Et du coup, ce qui est sympa aussi, c'est pour ça aussi que j'ai ramené cet album, c'est que dans l'album, il y a une histoire de monde. Ah, c'est bon ça. En fait, Tanguy, à un moment, va se baigner. Il laisse sa montre sur un rocher. Donc ça se passe à quelle époque? Il est en Polynésie. Ça se passe à quelle époque? Dans les années 70, début des années 70 peut-être. Donc c'était une montre de dotation. Une montre de dotation, je pense mécanique. Ouais. Donc peut-être Vixa ou ces marques-là, enfin Dodan, Auricos peut-être. Et du coup, il allait... Ou Briet. Il la laisse sur le rocher, sur une plage de Polynésie. Et puis, du coup, quand il revient, il n'a plus sa montre. Il s'est fait piquer. Il s'est fait piquer sa Type 20, les amis. Ah non, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, il la cherche partout. C'est la nuit, il la cherche dans le sable. Et en fait, le lendemain, il la retrouve dans le sable. Il se dit incroyable, j'ai regardé là pendant des dizaines de fois, je ne l'ai pas vue. Et en fait, c'est une espionne qui lui a pris sa montre, qui l'a amené à un groupe qui veut nuire aux essais, à la France. Et du coup, il place un micro-émetteur dans sa montre à son insu, pour qu'au moment où il soit proche de la bombe atomique, eh ben, le petit émetteur indique au groupe terroriste où se trouve le bâtiment où il y a la bombe atomique. Donc voilà. Et du coup, quand à un moment, sa montre fait un bruit bizarre, il l'emmène au mécanicien, au grand électronicien militaire qui arrive à trouver en fait le petit émetteur. Voilà. Donc il n'y a pas de placement produit, on ne sait pas quelle est la marque de la montre. Non, on sait juste, c'est indiqué que c'est une montre de dotation. Ouais. Alors vous voyez que le monde a changé sous deux aspects. D'abord, les militaires français n'ont plus de montre de dotation. C'est-à-dire que si vous achetez une montre qui est labellisée de tel ou tel régiment, etc., ce n'est pas une montre de dotation, c'est une montre d'apparat. C'est une montre cadeau. Sauf peut-être pour les hommes grenouilles, mais vraiment militaires. J'y crois pas. Je me demande s'ils ont pu des G-Shock quand même. Ouais, ok, mais bon. Mais qui sont notés au lot quand même. C'est pas vraiment la même mécanique. Ce sera vérifié. Dites-nous si vous savez. Mais globalement, quand tu vois, peut-être d'ailleurs qu'il y aura bientôt une vidéo avec une Breitling sur le sujet, avec un régiment français, etc. qu'on a fait la patrouille de France. Il y en a plein. Ce sont des montres d'apparat. Donc le monde a changé. On est passé de Tool Watch, pour le coup, vraiment, dans ton métier. Et on l'a vu dans Watch Out avec Jean-François Clairvoy, qui explique que quand bien même il y a des guidages laser, satellites, etc., pour appairer une fusée à la Station spatiale internationale, il faut qu'ils sachent le faire. Théoriquement, certes, mais avec une montre et chronométrer les temps, les différents temps. Ça, c'est le premier point qui a changé. Et puis le deuxième, c'est que somme toute, les super vilains, si on prend les termes un peu de Marvel, mais en tout cas les terroristes qui sont décrits là-dedans, aujourd'hui, l'histoire serait quasiment l'inverse. C'est-à-dire les méchants, ce sont ceux qui font les essais nucléaires. Et puis les bons, à juste titre, ce seraient les Sea Shepherd ou c'est le WWF, en tout cas, c'est des ONG qui cherchent à empêcher ce type de choses. Voilà, on voyait pas le nucléaire de la même manière qu'aujourd'hui, c'est clair. C'est clair. T'es collectionneur de BD vintage comme ça? Non, enfin... Il y a un énorme sujet, la collection dans les BD, c'est un truc de fou. C'est un énorme sujet et moi j'aime bien aller dans les festivals de BD près de chez moi. Je ne vais pas jusqu'à aller à Angoulême. Voilà. Mais quand il y a des festivals de la BD, par exemple il y en a un au Vers-sur-Oise et c'est sympa. Il y a quelques auteurs qui sont présents, ils font quelques dédicaces, Moi, j'aime bien regarder les auteurs de BD faire un dessin en couverture, voilà, voir un peu
leur technique, quoi. Bah oui. C'est sympa. Et rencontrer un auteur de BD, même si c'est pas moi mon truc personnellement, c'est comme rencontrer un horloger, c'est comme rencontrer un artisan qui fait quoi que ce soit. On rencontre un artiste. Tout de suite, il y a une proximité, il y a une compréhension qui se fait, qui fait que vous pouvez vous dire, bah non, cette BD-là, bof, ça m'intéresse pas, mais le fait d'avoir discuté avec l'auteur et d'avoir compris pourquoi il le faisait, ça peut transformer votre vision des choses. C'est exactement, Olivier, ce que je veux faire avec le programme Start-Upper. Tout à l'heure, je parlais de Awake Concept. C'est ça, une jeune marque horlogère, elle ne peut pas dire en 1920, en 1930, en 1950, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il y a un aventurier qui avait un truc, etc. Donc, quand on regarde les produits d'une jeune marque, en fait, le plus important, c'est la capacité de son fondateur ou des fondateurs à expliquer pourquoi ils le font et de façon à ce que vous puissiez voir, est-ce que vous vous identifiez, est-ce que vous vous associez à l'ADN du projet. Et si c'est le cas, vous verrez qu'une montre, quelle que soit la marque, quand vous avez compris pourquoi elle est faite, ça vous donne un sens. Et comme une montre, vous le savez, moi c'est ce que je pense, ça donne l'heure gentiment, quoi, hein. Le reste, c'est le sens. Si il y a un sens à acheter, posséder, consommer quelque chose, vous le faites avec gaieté, bonheur, joie de vivre, etc. Les amis, attention à trop de poésie parce que là, on traîne. Ta prochaine montre, est-ce que tu en as une dans le tuyau, Olivier ? Par exemple, j'en ai vu une, j'ai vu une 6309 passer là, et puis malheureusement, c'était déjà trop tard, quoi. Alors, attends. Oui. 6309, là, on touche pour moi, l'un des problèmes de Seiko, c'est qu'en fait, dans 6309, tu as plein de modèles. Oui, alors c'est ça, tu vois, c'est un des problèmes avec Seiko, c'est que si on dit 5513 pour les fans de Rolex, on sait que c'est une Submariner, mais c'est une Submariner 5513. La 6309, il y en a plein des 6309. Oui, alors la 6309 type Turtle en fait, l'ancêtre de la Turtle en fait. Ouais. Mais tu vois la 6139, le premier chronographe. Seiko, automatique. En 69, je crois. Voilà, mais il y en a plein. Tu vois, ça ne se résume pas simplement. Oui, c'est le mouvement. En fait, on les appelle par le nom du mouvement. Voilà. Après, on dit Bullhead, on dit POG, on dit. Donc, celle-là dont tu nous parles, la 6309, elle ressemble à quoi et tout ça? C'est une Turtle en modèle un peu plus réduit. Un peu, Celle-ci était en combien? Je crois que c'est 44. 44, et là et là, elle serait en 42 peut-être. En vintage. En vintage, oui. Ouais. Combien ça coûte? Les prix, c'est très variable selon l'état. En fait. Selon l'état. Mais on est dans les quelques centaines d'euros. Oui. Ben oui. Ouais. Ça, c'est tout l'intérêt aussi du vintage Seiko. Un gros volume. Hein. Oui. Mais alors malheureusement, beaucoup sont modés. Voilà. Après, je peux comprendre que si le cadran est vraiment ça se démode. Très, très fatigué, on est envie de mettre... Mais ça se démode. Je veux dire, moi, ce que je veux véhiculer en disant ça, c'est que quand on va dans le vintage, il faut prendre son temps. Tu vois, moi, ça ne me gêne pas d'acheter une montre vintage qui ne marche pas. Parce qu'en fait, ce n'est qu'une affaire de temps pour trouver les pièces qui manquent, trouver l'horloger qui va savoir la restaurer. Voilà. C'est ça aussi qui est intéressant. Si vous voulez quelque chose de plug and play, qui est nickel, immaculé, qui marche parfaitement, et mettez un petit doigt de pied tout juste dans le monde de l'occasion, mais surtout n'allez pas dans le vintage. Et c'est dommage, parce que justement, dans le vintage, là pour le coup, chez Seiko, là on se rend compte qu'en fait, le Seiko électronique digital, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si on enlève cet arbre-là, il y a une forêt absolument magnifique de technologie, de design, d'innovation, de look, de style, sachant que là, pour le coup, on peut ajouter à côté de Seiko, Grand Seiko, King Seiko, Credor, et là, il y a un paquet de choix, quoi. Mais moi, je préfère quand même acheter une montre qui fonctionne, en état de fonctionner,
mais qui aurait besoin d'une révision, plus qu'une montre où il manque des pièces, où il faut aller chercher un mouvement. Parce que là rapidement, on peut être sur des budgets doublés. Oui, mais je ne disais pas c'est mieux ou c'est moins bien. Je disais juste que c'est pas parce que tu en trouveras une qui te plaît, qu'elle est modée, que ça devient rédhibitoire. Ah non, je dis pas ça. Tu vois, c'est juste ça le sujet. Non, mais tu vois, donc ça veut dire que tu pourrais dire, bah tiens, ça va pas. Voilà, moi je peux prendre un exemple. J'ai acheté une vintage très simple à moins de 200 € l'autre jour. Il n'y a pas le bracelet d'origine, j'ai pas la boucle d'origine. C'est pas grave. J'ai mis des alertes. Un jour, j'aurai la bonne boucle et puis je me ferai mon petit bracelet perso avec mes petites mains et ma petite maroquinerie. Et puis, c'est le mois prochain, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. Je m'en fiche. Oui, donc il y a une notion philosophique d'attendre, tu vois. Après, pas le bracelet d'origine et pas le cadran. Enfin, je veux dire. C'est vrai, là on est à des niveaux différents. Moi, ça ne me dérange pas, par exemple, de regarder par exemple les 6309 modés Scuba Pro, parce que c'est une gamme qu'ils ont. Enfin, ils ont fait quelques modèles originaux Scuba avec écrit Scuba Pro. Un peu pareil que Paddy finalement, c'était le partenaire Scuba Pro, comme Comex pour Rolex, et du coup elles sont introuvables ou elles sont à des prix stratosphériques, les originales, et on n'est jamais complètement sûr que c'est original, mais en modé ça peut être sympa. Une 6309 avec cadran. Tu vas enchaîner, t'attends de trouver la bonne, ou t'es pas sûr quand bien même tu trouveras la bonne de passer le cap? Moi, je regarde un peu, je suis un peu au coup de cœur, c'est-à-dire je regarde ce qui passe, et puis s'il y en a une avec un bon rapport qualité-prix, ben mais tu es au coup de cœur sur une 6309. Ou tu regardes ce qui passe. Non, je suis au coup de cœur sur un peu tout. Un peu tout. Ouais. Ça, c'est la magie. Je suis ravi qu'ils disent ça, Olivier. Franchement, hein, c'est vraiment sincère. D'ailleurs, pas que du Seiko. Hein. Mais oui, c'est ça l'intérêt du vintage. C'est-à-dire, vous ne cherchez rien. Vous regardez, puis un jour vous tombez sur quelque chose, une marque où vous dites je ne connaissais pas, c'est quoi ce look de montre que je ne connaissais pas? Oh la vache, c'est une tuerie. Et puis quand vous creusez, vous vous rendez compte que, surtout si on est sur du vintage, on va dire avant 1980, même avant 1970, c'est-à-dire à une époque où le boom de l'électronique n'avait pas tout chamboulé, en fait il y a des dizaines de marques qui sont tout aussi bien disantes, des dizaines, pas des unités, des dizaines, qui sont tout aussi bien disantes que le top 10 des marques horlogères qui nous racontent aujourd'hui qu'elles ont tout inventé et qu'elles ont tout fait en premier. Ça, c'est un autre marronnier qui cache une forêt absolument merveilleuse. Et dans le vintage, ce choix, cette diversité, fait que vous pouvez vous faire plaisir à tous les prix. Moins de 100 € avec ta Modia dont tu parles. C'est ça, j'allais dire, la Modia est un bon exemple. Voilà, Modia, vous vous rendez compte que ce n'est pas une Zénith, c'est une marque tierce qui n'est pas non plus Movado. Il y a un truc, puis alors là, si vous plongez dans l'histoire de Movado et de Zénith, ça c'est 2 monuments de l'industrie horlogère qui sont un peu. Zénith, ils ont El Primero, donc ça va pour eux, mais Movado, creusez Movado, vous allez voir que ça date de 1870. Il y a des montres absolument fabuleuses chez Movado. Et puis il y a aussi des marques endormies. Il y a des marques endormies. Ah bah oui. C'est-à-dire ou mortes ou endormies, qui ont eu un âge d'or et du coup qui ont conçu des modèles très intéressants. Bien sûr. Très intéressants. Et ça pose la question donc du relancement. C'est-à-dire quand on relance une marque qui n'est plus là depuis 30 ans, on se dit waouh, c'est purement marketing. Et pour le coup, tu vois, c'est bien que finalement tu m'aies interrompu au moment où j'allais dire qu'on allait se quitter. C'est que je trouve ça un peu incongru. J'ai un peu de mal à comprendre ce que fait Seiko avec le relancement de la Seiko King Seiko. En fait, comme s'il cherchait à faire revivre King Seiko, qui a vécu un peu en parallèle de Grand Seiko. Et ça, je trouve que c'est ce qu'on peut reprocher, en étant gentil, à toute une série de marques suisses qui ne cessent de nous ressortir des rééditions, des trucs, etc. Alors que ce qu'on a envie, c'est qu'elles sortent des choses nouvelles. Et là, ressortir une King Seiko, je me dis, les Japonais sont en train de se... Tu vois, moi, j'ai envie de te répondre, pourquoi pas.
parce que à l'époque, Grand Seiko, King Seiko, c'était deux usines différentes, Daini, Suwa, et ils se tiraient la bourre. Et du coup, pourquoi plus Grand Seiko que King Seiko? Non, mais, moi, dans mes recherches vintage, la King Seiko, comme King Seiko n'est pas encore vraiment ressorti comme Grand Seiko, les King Seiko sont moins chers et pourtant elles sont de la même qualité, voire peut-être qualité supérieure. Là-dessus, on est d'accord. Là, on voit quelqu'un qui creuse, qui connaît bien l'ADN de Seiko, mais justement, c'est-à-dire, vu de loin, moi, je me dis simplement en termes de business, vous savez que c'est aussi un sujet qui m'intéresse, c'est que moi, l'intérêt du groupe Seiko, d'accord, c'est d'embarquer toutes les jeunes générations comme ils le font depuis toujours, même si tu es plus tout jeune. Hein. Il est plus jeune que moi, mais il est plus tout jeune quand même, Olivier, et de les amener vers Grand Seiko. Donc ça veut dire que là, en fait, en relançant King Seiko, finalement, on pourrait se retrouver, alors tu as Seiko, King Seiko, Grand Seiko, Credor. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu compliqué? Vous avez bien vu que je fais exprès de le chauffer. Là, je vous chauffe, les amis Seiko fans, c'est pas fréquent. Mais c'était l'occasion. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est, je trouve aujourd'hui, c'est cet X qui remplace, par exemple, le nom alpiniste, qui remplace le nom Marine Master. Moi, je trouve qu'ils auraient dû garder à un moment le nom alpiniste sur leur modèle alpiniste, le nom Marine Master sur la MM300. C'est mon avis. Chers amis de chez Seiko, Seiko France, Seiko Wherever en français, si vous avez entendu ce que vient de vous dire un passionné de la marque, essayez de voir ce que vous pouvez faire et vous interroger et vous poser d'autres questions. Forcément, s'ils le font, c'est qu'ils ont leur raison. Les amis, c'était un plaisir, on s'est régalé. Olivier, merci beaucoup. Si vous voulez participer, vous savez que c'est à vous de vous présenter et de m'écrire sur www.dailyshoes.fr. Et puis en fonction d'où vous habitez, soit on fait un petit montre entre amis installé tranquillement dans un canapé, ou alors un programme à distance avec Duel Time. Allez, ciao ciao. Au revoir.